BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité aujourd'hui, c'est Marc Tarabella, qui est député européen pour le Parti Socialiste. Bonjour Marc Tarabella. Bonjour. Merci d'être avec nous. On voulait parler avec vous de la visite évidemment de Joe Biden, qui va être ce matin à l'OTAN, qui rencontrera les autorités européennes. Ensuite, les États-Unis d'Amérique, ça reste un partenaire essentiel pour l'Union européenne ? Ils ont plusieurs rôles. Ils ont à la fois le rôle de partenaire historique, c'est vrai. Ils sont aussi concurrents, donc concurrents dans certains domaines. Je pense à l'aéronautique, par exemple, le conflit Boeing-Airbus. Mais il était important, je pense, et fondamental, de resserrer les liens suite à 4 ans de Trumpisme, où on a vu toute cette série de décisions qui ont été prises sur des coups de tête. Je pense à l'abandon de l'accord de Paris. Je pense à l'invective par rapport à l'Allemagne qui utiliserait ce qu'on appelle le Nord Stream 2, c'est-à-dire approvisionner le gaz à partir de la Russie vers la Baltique, en passant sous la Baltique jusqu'au nord de l'Allemagne. Je pense que c'est une source d'approvisionnement qui m'apparaît logique au niveau européen, et la critique par les États-Unis. Il y en a d'autres mesures, la politique par rapport au Proche-Orient, au Moyen-Orient, et donc il y avait toute une série certainement de boulons à resserrer, et ce n'est pas inutile cette double visite à l'OTAN et surtout au niveau de l'Union européenne. Ouais. C'est plus facile avec Biden qu'avec Trump, pourtant ils défendent tous les deux les intérêts américains sur le fond. Oui, vous avez raison, il ne faut pas non plus s'emporter dans l'enthousiasme. C'est bien de resserrer, de reprendre le dialogue, d'envisager toute une série de choses en commun, mais on ne doit pas se leurrer. Noam Chomsky l'écrivait déjà il y a quelques années, le célèbre linguiste américain, que ce soit des démocrates ou des républicains, c'est un peu mieux avec les démocrates, certes, mais ils voient d'abord l'intérêt américain, et nous ne devons pas non plus faire confusion. On a des intérêts communs, mais on a aussi des intérêts divergents par rapport à d'autres partenaires, et on ne doit pas suivre aveuglément, je pense, la politique américaine. On doit commencer à beaucoup mieux exister au niveau européen en tant que grand acteur économique, ce qu'on n'a peut-être pas toujours fait jusqu'à aujourd'hui. Les Européens, ils se présentent unis face à Joe Biden ? Mais en tout cas, plus unis qu'à une certaine période, on se souvient. Je vais préciser ma question. Est-ce que le Brexit, le départ des Britanniques a permis de resserrer les rangs européens lorsqu'on doit parler aux Américains ? Certainement, ça a favorisé les choses au niveau européen, puisqu'on sait que le Royaume-Uni était très inféodé, ou en tout cas très proche des positions américaines, historiquement. Maintenant, on n'a pas tout le temps des positions qui sont identiques au niveau européen. On le voit sur les brevets, par exemple, la levée des brevets au niveau vaccinal. C'est clair que la France est clairement pour, l'Allemagne non, la Commission européenne plutôt réticente. Alors je ne jette pas la pierre à la Commission européenne, Madame von der Leyen a très bien fait de dire, nous, on a commencé déjà à exporter des vaccins du sol européen vers des pays qui en ont besoin, les pays les plus pauvres notamment, ce que les États-Unis et le Royaume-Uni n'ont pas encore fait. Ouais, alors justement, cette question des vaccins, il faut ou il ne faut pas lever les brevets sur les vaccins, sachant qu'il y a un certain nombre de vaccins qui sont produits, notamment en Europe et même en Belgique ? Je pense qu'il faut les lever temporairement de manière à ce que toute la planète soit vaccinée de manière libre comme on peut le faire au niveau européen. Tant qu'on ne vaccinera pas sur l'ensemble de la planète, le virus continuera à circuler et il aura d'autant plus de facilité de muter. Donc c'est une urgence et je pense que l'hyperproduction, certes, et permettre l'accessibilité aussi des pays les moins avancés de pouvoir s'offrir et d'offrir à leur population une vaccination qui soit aussi gratuite, évidemment. Ouais, donc pour une levée temporaire de ces brevets, ça veut dire qu'on les lève le temps de juguler la pandémie et après on permet aux firmes pharmaceutiques de refaire des bénéfices. Les chiffres sont colossaux quand même sur ce dossier. Les chiffres sont colossaux. Il y a quand même eu une aide publique conséquente, que ce soit aux États-Unis et aussi en Europe, pour aider à la fabrication et à la recherche et à la fabrication de ces vaccins. Mais l'industrie pharmaceutique, avec beaucoup de travers, elle investit beaucoup. Et donc, moi, je ne trouve pas anormal qu'une entreprise, qu'elle soit pharmaceutique ou autre, vise à faire des bénéfices. Il ne faut pas que ces bénéfices soient plantureux sur le dos des populations. Voilà pourquoi une levée temporaire. Mais bon, il y a eu une levée. Il y a eu un vote, au Parlement européen. Cette question-là, vous avez voté quoi ? Non, moi j'ai voté pour la levée depuis le début. Il y a eu juste à un moment donné, on a été attaqué injustement par Écolo, par le PTB, parce que c'est dans le cadre, c'est un peu compliqué à expliquer, dans un amendement qui n'avait rien à voir avec un texte. Maria Arena et moi avions voté contre ces amendements qui n'avaient rien à voir avec le texte. On s'est fait allumer, notamment par un politologue qui rayonne sur les ondes de la RTBF. Clairement, c'était injuste, parce que depuis des mois, depuis au moins 3 mois, on a fait des initiatives pour demander, moi notamment dans la commission du développement, et Madame Maria Arena dans la commission des affaires étrangères,
levée temporaire. On est pour, évidemment, des brevets sur les vaccins. Ouais, la Belgique n'a pas été toujours pour, hein, et donc la position officielle, c'est d'être plutôt contre. On a entendu ce matin Sophie Wilmès, ministre des Affaires étrangères, dire que finalement, elle était très ouverte à une discussion sur ce sujet-là. Il y a une évolution de la position belge et peut-être une évolution de l'Union européenne. De manière générale, on peut espérer ça de la visite de Joe Biden? On peut l'espérer. Je me réjouis de la déclaration d'intention de Mme Wilmès ce matin, qui d'ailleurs est en contraste et pratiquement en opposition avec celle de Georges-Louis Boucher, son président de parti. Donc je suppose qu'il y a un bureau du MR qui va être un peu électrique aujourd'hui, mais ça c'est leur problème. Mais je pense qu'il y a une évolution, elle doit aller dans ce sens, je l'espère en tout cas, parce que la pandémie, elle est mondiale, elle n'a pas de frontières, et il faut que la vaccination ait lieu partout avec la même évolution. Et d'ailleurs, je salue là aussi l'Union européenne. La vaccination progresse partout, la Belgique est un des bons élèves. Maintenant, mais il n'y a pas, maintenant, mais il n'y a pas de mauvais élèves. Je veux dire, s'il n'y avait pas eu de solidarité européenne pour la vaccination dans tous nos pays, je pense que l'Allemagne et le Luxembourg seraient vaccinés aujourd'hui, et peut-être d'autres pays, mais peut-être pas la Roumanie et la Bulgarie. Aujourd'hui, ça progresse partout, grosso modo de la même manière. Et ça, c'est quand même à souligner. Alors, il y a une autre position forte que Joe Biden a mise sur la table ces derniers jours. C'était notamment lors d'une réunion du G7, hein, le groupe des 7 pays les plus industrialisés. C'était d'obtenir une taxation minimum partout dans le monde pour les entreprises, une taxation minimum de 15%. Vous y croyez? Parce que ça fait des décennies qu'on parle de paradis fiscaux, d'évasion fiscale. On aurait un président américain qui serait capable de juguler le phénomène? Mais les Américains ont souvent été plus pragmatiques et ont souvent décidé, on ne remonte pas à Roosevelt et au deal, mais je pense que clairement, c'est une bonne nouvelle. Il faut qu'elle se traduise dans les faits. Je vois qu'elle a été bien accueillie dans pas mal de milieux, car aujourd'hui, il n'y a rien de plus insupportable que l'injustice fiscale. Et donc, on a connu cela. C'est un combat de longue date. Taxation sur transactions financières, taxation plus juste, impôt des sociétés, des grandes sociétés, des multinationales. Tout le monde, le boucher du coin, ou le salarié, il paye son impôt sur ses revenus, et il est inconcevable que des multinationales qui en plus ont bénéficié notamment du numérique, ont bénéficié notamment de ce qui vient de se passer avec la pandémie, alors que d'autres souffrent, et qu'elles ne soient pas taxées correctement. 15 est un minimum. On eût préféré 22, 23%, mais 15... L'impôt des sociétés en Belgique, c'est 25%, taux nominal. Oui, je sais, mais certaines échappent à l'impôt. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce qui a été décidé, notamment tout récemment, c'est d'avoir une taxation qui se fait de multinationales, notamment du numérique, au prorata du chiffre d'affaires pays par pays. Sinon, tout le monde est taxé à presque rien en Irlande ou à Malte, au niveau européen, pour prendre deux exemples. Et donc ça ne va pas. Ouais. Il n'y a pas un paradoxe, quand même, Marc Tarabella, de voir un président américain faire une sortie aussi forte et que ce soit finalement lui qui fasse bouger les lignes, alors que les Européens essayent de parler de ça depuis des décennies? Oui, tout à fait. C'est la bonne nouvelle toute récente, et à la fois, c'est triste qu'au niveau européen, on n'ait jamais pu s'accorder pour le faire, parce qu'il y avait des réticences, essentiellement, effectivement, de groupes conservateurs, au sein notamment du Parlement européen, que ce soit les chrétiens démocrates ou les libéraux, ont toujours été réticents à cela. Certains, il y en a qui, évidemment, faut jamais mettre... Vous avez confiance, vous êtes optimiste, les choses peuvent bouger dans les années qui viennent? Mais je pense que c'est une nécessité, et aujourd'hui, ça vient peut-être un peu tard, ça va devenir avant, mais ne mésestimons pas l'effort qui est fait, ou en tout cas ce qui est sur la table. Je pense que ça doit venir, et ça contribuera certainement aussi à relancer l'économie dont on aura grand besoin. Ouais. Est-ce que, justement, notre monde va changer avec la Covid-19? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne refera plus comme avant? On parle de lever les brevets sur les vaccins, on parle donc d'avoir une taxation minimale et de lutter contre l'évasion fiscale, on parle de remettre la santé au cœur de nos préoccupations. Il y a une page qui est tournée, il y aura finalement des effets positifs à cette crise? Il y aura des aspects positifs certainement, mais je ne suis pas sûr que le monde aura réellement changé. Je suis un peu dubitatif parce que quand je vois des réactions de certains, notamment dans le milieu européen, de vouloir revenir au business as usual, à la situation d'avant, et de vouloir reproduire peut-être certaines erreurs qu'on a commises, je ne suis pas sûr que le monde va essentiellement changer. J'espère que pour certaines choses, oui évidemment, qu'on retiendra des leçons, mais quand il faut décider d'investir plus dans la santé, je ne suis pas sûr que tout le monde applaudit à 20h. On a applaudi tous à 20h, les médecins et les infirmiers, les infirmières, mais je ne suis pas sûr que l'on va partout investir massivement dans ce qui finalement on a le plus précieux, c'est la santé pour tous. Le projet européen, vous y croyez encore, Marc Tarabella?
Oui, l'Europe a quand même, avec ses faiblesses, avec certains manquements, a quand même montré au fil de l'histoire, d'abord un territoire de paix depuis plus de 75 ans, ça c'est quand même unique dans notre histoire, on ne peut plus se satisfaire que de cela. Je pense qu'il y a encore beaucoup de pain sur la planche, mais l'Europe est le territoire le plus pertinent, l'échelon le plus pertinent pour résoudre une série de problèmes qu'on a aujourd'hui, essayer d'y remédier. Dernière question, il y avait une séance plénière du Parlement européen à Strasbourg il y a 15 jours, si je ne me trompe pas. C'était la première depuis justement le début de la crise Covid, parce que le Parlement ne s'est plus réuni à Strasbourg, tout avait lieu à Bruxelles. Vous n'êtes pas allé à cette plénière à Strasbourg, pourquoi ? Non, parce que je suis bien que vacciné 2 fois depuis le mois de mai. Je devais me faire tester. Je devais me faire tester à Strasbourg avant de revenir et peut-être risquer d'être en quarantaine cette semaine. Donc je n'aurais pas pu être là aujourd'hui. Vous vous rendez compte, c'était terrible. Il n'y a pas une exemption pour les parlementaires européens ? Non, j'espère que non d'ailleurs. Les parlementaires n'ont pas à être exemptés de quoi que ce soit. On est des citoyens comme tout le monde et je pense qu'on doit être soumis aux mêmes règles. Et moi, on m'a parlé de ça, qu'il y avait peut-être une exemption pour les parlementaires. Je dis, je n'en veux pas d'autre exemption. La règle étant celle-là, je ne souhaite pas y aller et donc j'ai fait la plénière de Bruxelles et de chez moi. Oui, à distance. Est-ce qu'il est temps de réfléchir à un seul siège pour le Parlement européen ou, au nom de l'unité européenne et de la paix à laquelle vous faites référence, il faut garder les 2 sièges à Bruxelles et à Strasbourg ? Non, il faut garder un seul siège à Bruxelles. Je plaide pour ça maintenant. Je ne l'ai pas toujours fait. Mais aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, l'empreinte carbone, un siège complet de travail à Bruxelles et on doit aller, c'est la France qui le veut. Donc ce n'est pas le Parlement, c'est le Conseil, c'est les gouvernements qui l'ont décidé et ça doit se décider à l'unanimité. Donc tout changement doit être décidé à l'unanimité. Et la France perd chaque jour des occasions de redonner à Strasbourg une institution qui mériterait une présence en tout cas permanente dans ces bâtiments. Ça aurait pu être l'Agence du médicament et d'autres. C'est peut-être moins prestigieux que la plénière du Parlement, mais ça peut être la future Europe de défense à laquelle on peut appeler de nos voeux d'ailleurs. Mais ils perdent des occasions et je pense qu'un jour... Un jour, tout le Parlement européen se réunira en permanence à Bruxelles. Vous y croyez ? Mais c'est techniquement possible, puisqu'on fait des mini-plénières à Bruxelles, on a un hémicycle à Bruxelles, et donc la transhumance devient de moins en moins acceptable par tous les Européens qui convergent vers Strasbourg, parce que, Bruxelles est beaucoup plus accessible que Strasbourg, notamment par voie aérienne, par voie de chemin de fer, et donc, clairement, ce sera inéluctable, mais il faut un geste courageux d'un ou d'une présidente française. J'espère que ce sera j'espère que ça servira le plus tôt possible, mais clairement, on ne peut plus rester comme ça, parce que c'est critiquable. Et ce n'est plus explicable d'avoir ce double siège où on utilise ces locaux 4 jours par mois. Ça devient inexplicable pour les citoyens. Merci beaucoup, Marc Tarabella. Merci d'avoir été notre invité. Je rappelle, vous êtes député européen pour le Parti socialiste, donc au Parlement européen.